Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder, toujours dans le cadre de la leçon 142 pour l'agrégation externe, PGCD, PPCM et ici algorithme, mais aussi 106 pour l'interne, surtout 159 pour l'interne, où il est question d'algorithme d'Euclide. Justement, on va parler de l'algorithme d'Euclide. Bien. Alors, commençons par dire ce que fait l'algorithme d'Euclide. On part de nombres. Bon, ici on est dans Z. On va prendre le plus grand valeur absolue ici. On regarde, on peut se ramener au cas où ils sont positifs, et où lui est strictement plus grand que lui. S'il y a égalité, il n'y a pas d'algorithme d'Euclide, l'algorithme est trivial. L'algorithme d'Euclide consiste à prendre des divisions successives des restes. Alors on commence par 28 par 20, on tombe sur 8, le quotient c'est 1, puis 20 par 8, d'accord ? Le quotient c'est 2, le reste c'est 4, puis 8 par 4, et là, on tombe sur 0. Bien, avec le quotient égale 2. Vous remarquerez qu'on a effectué 3 divisions. Ici, on a R0 égale 28, R1 égale 20, on va poser R2, donc égale 8, R3 égale 4, et on va dire que le nombre de divisions, là, ici, c'est 3. D'accord ? De divisions euclidiennes. Alors, on obtient ici le PGCD de 28 et 20, et on va s'en convaincre plus tard. Pour l'instant, ce que nous permet d'avoir l'algorithme d'Euclide, c'est une identité de Bezout, c'est-à-dire de regarder 4 comme combinaison Z linéaire de 28 et 20, ce qui, en plus du fait qu'il va diviser 28 et 20, va bien nous dire que c'est le PGCD. Alors on part du bas finalement, on part de la fin. 4 c'est 20 moins 2 fois 8, mais 8 c'est 28 moins 20, et donc en écrivant tout ça, on va obtenir moins 2 fois 28 plus 3 fois 20. Ça y est, on a notre identité de Bezout. L'algorithme d'Euclide peut se faire aussi dans K de X, bien sûr, l'anneau des polynômes sur un corps, mais aussi sur un anneau euclidien A. Alors attention, dans un anneau euclidien, ce n'est pas déterministe, parce qu'on n'a pas unicité de la division euclidienne, on peut même se demander si le nombre d'opérations à faire ne dépend que de A et B, et ne dépend pas du chemin parcouru dans les divisions euclidiennes, dans le choix des divisions euclidiennes. Bon, on peut se demander. Bien, alors maintenant, on va formaliser ce calcul qu'on va faire. On va essayer de comprendre pourquoi l'objet ici divise effectivement tous ces éléments-là et pourquoi on obtient toujours, pourquoi et comment surtout, on obtient, est-ce qu'on a une formule générale ou est-ce qu'à chaque fois on va devoir faire le boulot de redescendre l'escalier de service de 4 jusque-là. On aimerait prendre un ascenseur, vous voyez, directement. Et l'ascenseur qui nous amène directement de là à là, ça va s'appeler les polynômes continuants. Donc c'est ça que je vais vous présenter. C'est dans Carnet de voyage en algébrie, chapitre 4, 2.15. Alors, en fait, les éléments qu'on va obtenir ici, là ici, moins 2 et 3, qu'on veut obtenir en un claquement de doigts, sont des polynômes en les quotients successifs obtenus. Bien. Regardons ces polynômes, qu'on va appeler polynômes continuants. On définit Kn. Alors attention, c'est un coefficient dans Z. Les indéterminés, il y en a n. D'accord ? Ça veut dire qu'on ajoute à chaque fois une indéterminée. Ça, il faut bien remarquer que quand on a un n ici, il faut vérifier que là, on a bien n indéterminé, x1 jusqu'à xn. Donc Kn de x1 jusqu'à xn, ça va être défini par K1 de x1, c'est juste le polynôme x1. Et ensuite, on a une récurrence à la Fibonacci, c'est-à-dire Kn de x1 jusqu'à xn, c'est x1 Kn-1 de x2 jusqu'à xn, plus Kn-2 x3 jusqu'à xn. Maintenant, le PGCD de AB, comment on le calcule ? On fait R0 égale A, strictement plus grand que R1 égale B, puisque j'ai pris ici A strictement plus grand que B. Bon, c'est des entiers positifs. Et effectuer mes divisions
euclidienne successive, ça veut dire que je prends la division euclidienne de RK-2 par RK-1, ce qui nous donne RK égale RK-2, cette fois-ci moins, je passe de l'autre côté, RK-1 fois QK-1, ou QK-1, ça va être le quotient à ce stade-là. Par définition de la division euclidienne, j'ai que RK est positif ou nul, mais strictement plus petit que RK-1, strictement plus petit que jusqu'à R1, jusqu'à RZ. De la même manière ici, j'avais 0 ici, strictement plus petit que 4, strictement plus petit que 8, 20 et 28. Bien. Maintenant, je vais prendre le n, le max des k, tel que RK est différent de 0, donc ici, c'est R, ça va être 3, d'accord, puisque c'est R3 qui est égal à 4, et R4 qui est nul, donc je le veux non nul, et je remarque au passage que Qn-1 est supérieur ou égal à 2. Oui. En fait, ici, tous les quotients peuvent être égaux à 1. Ici, vous avez un quotient égal à 1. Ici, le quotient est égal à 2, mais ça aurait pu être 1, pourquoi pas. Mais le dernier, ici, il est forcément supérieur ou égal à 2. Parce que sinon, s'il était égal à 1, bon, d'abord, le quotient, il n'est jamais nul, hein, évidemment. Mais ici, s'il était égal à 1, on aurait égalité des restes, ce qui est impossible d'après ces inégalités strictes. Donc, le dernier, au moins le dernier, est supérieur ou égal à 2. Bien. Alors maintenant, les formules. Pourquoi cette relation de récurrence? Vous remarquerez que cette relation ressemble à une relation à Fibonacci. C'est une espèce de version polynomiale, d'accord, de la suite de récurrence de Fibonacci. On pourrait l'appeler, ce ne serait pas choquant pour moi, d'appeler ces polynômes de Fibonacci. Mais bon, ce n'est pas le cas. Et puis, c'est déjà pris par d'autres polynômes. Bon, pas grave. On montre qu'en fait, ces polynômes formalisent finalement le calcul qu'on fait ici. Et on montre par récurrence, regardez dans le carnet de voyage, en algébrique, que Rn, donc on part de Rn ici, c'est égal par récurrence à moins 1 puissance k, facteur de R indice n moins k, k indice petit k moins 2, appliqué à q n moins k plus 2 jusqu'à qn moins 1, moins R indice n moins k plus 1, k indice k-1 appliqué à qn-k plus 1 jusqu'à qn-1. Alors, ça se monte par récurrence sur k. Et ensuite, on monte sans trop de difficulté à partir de cette formule, et toujours en partant de k égale 0, que Rn-k est égal à Rn, k indice k, appliqué à qn-k plus 1 jusqu'à qn. Voilà. Il faut avoir les deux. Celui-ci, c'est pour avoir la relation de Vesoul. Celui-ci, c'est pour assurer que Rn divise toujours tous ses prédécesseurs. Les restes ne se divisent pas, mais par contre, lui, il va diviser tout ce qui est là. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va regarder en particulier ce qui se passe. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer A et B pour avoir une relation de Vesoul. Donc il faut faire le cas k égale n, ici. D'accord? Comme ça, on aura A ici et B ici. Effectivement, ça va nous donner Rn égale moins 1 puissance n, facteur de A, k indice n moins 2, appliqué à Q2 jusqu'à Qn moins 1, moins B, k indice n moins 1, appliqué à Q1 jusqu'à Q indice n moins 1. Bien. Et cette relation, avec k égale n, ça va nous donner A égale Rn, k indice n de Q1 jusqu'à Qn, et B égale R indice n de K indice n moins 1 de Q2 jusqu'à Qn. Voilà. Bon, alors, il faut juste faire confiance qu'il y a une petite récurrence qui nous fait faire ça. Et que vous pouvez trouver là-dedans. Bien. Alors, maintenant, on va regarder en fait la complexité de l'algorithme, c'est-à-dire combien il nous faut d'opérations successives, de divisions euclidiennes successives pour obtenir le PGCD et l'identité de Vesoul. Donc n, je l'appelle E de AB, et je remarque quelle est la pire des situations. Alors la pire des situations, alors jusqu'à présent, ça pouvait être fait dans n'importe quel anneau euclidien.
Mais là, maintenant, on est particulier dans Z. Hein. Là, ici, on va être sur Z. La pire des situations, j'affirme que ça va être quand tous les quotients sont égaux à 1, sont minimaux. Ils sont égaux à 1, et le dernier, évidemment, son minimal, c'est 2, d'après ce qu'on a vu là. Si on regarde Kn de 1, 1, 1, 1, 1 et 2 à la fin, eh bien, on remarque, en mettant ici notre récurrence, en regardant la récurrence des KI, eh bien que c'est le nombre de Fibonacci, Fn plus 2. C'est facile à voir. Alors avec la convention que F0 c'est 0, F1 c'est 1. Et après, c'est la récurrence, on a 1, 2, etc. etc. Bien. Alors, c'est là où je dis que les QI, à partir du moment où ils sont dans Z, on est même dans N, je dirais. Hein, faudrait le dire. On va travailler dans N. Eh bien, ici, alors, donc ce que je dis à partir de maintenant n'est plus vrai pour un anneau euclidien, même pas pour K de X, voilà, hein, parce qu'on va utiliser de la croissance. Il nous faut que les QI soient dans N. Pour dire que ça, comme par récurrence, les KI sont à coefficient entier et même entier strictement positif, eh bien, Qn-1 de Q1 jusqu'à Qn-1 est toujours supérieur ou égal à Qn-1 de 1 jusqu'à 2. Et pourquoi je mets 2? Parce que c'est le minimum qu'on puisse avoir. Donc ces polynômes sont en quelque sorte croissants en chaque variable. Et donc le minimum est là. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B, comme Rn est supérieur ou égal à 1, et que ça, c'est supérieur à ça, ça veut dire que B va être supérieur ou égal à F n plus 1. Le nombre de Fibonacci, Fn plus 1, où la suite de Fibonacci est définie comme ça. Bien. Ça veut dire maintenant quoi? Ça veut dire qu'on a une inéquation où on veut connaître n. Donc ici, je connais B, mais je ne connais pas n. Donc il faut inverser ceci. Alors ce n'est pas tout à fait évident à inverser. Et je dis que B, il va être supérieur à Fn plus 1. Je veux n max. Si n est le max, ça veut dire que B va être inférieur à F indice n plus 2. Je vais parler de nz. Je vais définir nz. Si Z, c'est un réel strictement positif, je vais définir nz comme ici le rang de la suite de Fibonacci, qui est le max, qui est plus petit que Z, mais strictement plus petit, puisque c'est le max, puisqu'on veut un max, eh bien Z sera strictement plus petit que F indice nz plus 1. Ce nz, il existe forcément. Pourquoi? Parce que la suite de Fibonacci est strictement croissante, Z est strictement positif, ici. Alors elle est strictement croissante à partir d'un certain rang, il faudrait un rang honnête, oui. Donc on va prendre Z strictement supérieur à 1 pour que ce soit bien défini probablement. Mais ici, on a quelque chose de bien défini parce qu'elle tend vers l'infini. Donc un élément Z, quand vous avez Z, eh bien, vous pouvez toujours le mettre dans un intervalle comme ceci. Bien. Alors, ce que je suis en train de dire ici, d'accord, avec cette inégalité-là, c'est que E de AB va être forcément inférieur, à cause du plus 1 ici, à n indice B moins 1, où nz a été défini comme ça. Voilà. Alors c'est bien défini, sauf si... Bon, alors si B égale 1, les choses deviennent évidentes, mais après 1, c'est strictement croissant, la suite de Fibonacci. Très bien. Alors, on a donc une borne, ici, pour le nombre de divisions euclidiennes, qui est nb-1. Cette borne est atteinte, et elle va être atteinte quand on aura toujours des 1, ici, et un 2 à la fin. C'est-à-dire pour les nombres de Fibonacci. C'est-à-dire quand A et B sont deux nombres de Fibonacci successifs. Regardez, vous prenez 8 et 13, vous faites votre division euclidienne, et là vous allez voir la loi de Murphy, c'est-à-dire on va voir l'embêtement maximal. Ça va être le plus long possible, le nombre de divisions. 13 est égal à 8 plus 5,
Donc là, vous voyez que le quotient, c'est 1. 8 égale à 5 plus 3. Ben oui, on redescend dans la suite de Fibonacci. Hein, on redescend, on rappelle. 8 égale 5 plus 3. 5 égale 3 plus 2. 3 égale, ça va très lentement. 3 égale 2 plus 1. Et là, ça y est, on a trouvé. Donc ils étaient premiers entre eux. Hein, on a trouvé 0. Donc ils étaient premiers entre eux. Mais on a le n maximal par rapport à la taille, évidemment, de B. Donc, ici, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que cette borne, ici, ben, elle est atteinte. Et elle est atteinte pour quand on n'a que des 1 et des 2, c'est-à-dire quand on a deux nombres successifs de Fibonacci, vous pouvez vérifier. Alors maintenant, peut-être que, pour terminer, on peut être embêté par ce nz. L'application qui a z donne nz. Elle est difficile à calculer, hein, elle n'est pas évidente à calculer, mais il y a un moyen facile en prenant une borne un tout petit peu plus faible. Regardez, si vous remarquez que Fn est égal, donc le nombre de Fibonacci, c'est 1 sur racine de 5, facteur de phi puissance n moins 1 puissance n fois 1 sur phi puissance n. Phi, c'est le nombre d'or, le fameux nombre d'or. Et ici, on va faire disparaître ça en disant, bah, lui est en valeur absolue strictement inférieur à 1. Eh bien, ça vous donne facilement que nz est inférieur. On va faire notre inversion, ici. On va pouvoir faire notre inversion avec une inégalité, bon, un petit peu plus faible, mais bon. nz est inférieur à log de 1 plus z racine de 5. Donc ici, on va mettre z ici, hein. Z racine de 5 plus 1 à cause du 1 là, sur log de phi, à cause du phi puissance n ici, hein, on aura obtenu phi puissance n, donc sur log de phi, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le log finaire de 1 plus z racine de 5. Log finaire qu'on appelle aussi le logarithme d'or. C'est beau. Et donc on a que E de AB est inférieur ou égal au log finaire de 1 plus b racine de 5, et le tout moins 1. Voilà. Je ne dis pas que ça donne un développement agréable à faire, mais ça donne au moins un petit développement. Ce qui n'est pas agréable dans le développement, il est facile, hein, mais c'est les petits caractères. On n'aime pas, face à un jury, écrire des toutes petites choses, ça prend la tête. On n'est pas forcément le jour J en état de faire ceci, mais au moins c'est plaçable dans une leçon, c'est assez bien vu de placer ça. Ça vient le premier qui a écrit ça, c'est un certain Delany, et dans le livre de Knuth, la grande Bible de Knuth, il cite Delany. Ça date du XVIIe siècle, hein, carrément. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.